Le 26 août 1789, l'Assemblée constituante adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais sont proclamées l'égalité devant le droit, l'égalité devant la justice et l'égalité devant l'impôt. De la même façon, les libertés fondamentales sont proclamées. Il faut donc trouver un régime politique qui convienne à ces nouveaux changements. Un an après la prise de la Bastille, je vous rappelle que la prise de la Bastille c'est le 14 juillet 1789, donc un an après, tout le monde, le roi, l'armée, le peuple, se retrouvent sur le champ de Mars à Paris. C'est la fête de la Fédération. Alors cette fête de la Fédération, elle célèbre l'alliance du roi et de son peuple, où tout le monde jure de respecter la Constitution. La France devient officiellement une monarchie constitutionnelle, ce qui veut dire que les pouvoirs sont partagés entre le roi et l'Assemblée élue par les citoyens. Et oui, c'est enfin le rêve de Voltaire, celui de la monarchie parlementaire anglaise qui s'applique à la France. Le roi partage ses pouvoirs avec l'Assemblée. À ce moment-là, l'organisation administrative du territoire est simplifiée. Donc, on crée des départements, des cantons et des communes. Et la grande nouveauté, c'est que ces départements, ces cantons et ces communes sont dirigés par des hommes élus. Et oui, en quelques mois, les fondements de la société sont bouleversés et l'économie est progressivement redressée. Vous vous rappelez, l'origine du problème en France, c'était que les caisses étaient vides, la crise financière. Et là, il faut trouver de l'argent. Eh bien, les biens du clergé sont confisqués. On dit qu'ils sont nationalisés. Donc l'État confisque les biens du clergé et les vend, ce qui permet de remplir les caisses. Résultat, en quelques mois, la situation financière du royaume semble s'améliorer. Seulement, le 21 juin 1791, Louis XVI et la famille royale tentent de s'enfuir de la France. Ils sont reconnus à Varennes sur le chemin de leur fuite et sont ramenés à Paris. Le peuple considère cette fuite comme une trahison. Il perd alors la confiance, enfin le roi perd la confiance des Français. Et désormais, il est logé sous bonne garde au palais des Tuileries à Paris. Les monarchies voisines de la France voient tous ces changements d'un bien mauvais œil. Les rois se sentent un petit peu en insécurité par rapport à tous ces bouleversements. Et en avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Louis XVI espère une défaite française. Secrètement, il soutient les Autrichiens en espérant que s'ils gagnent, ils le rétabliront sur son trône et ils rétabliront la monarchie absolue. Sauf qu'un document secret est intercepté et les Français découvrent cette nouvelle trahison. Cette fois, la coupe est pleine. Avec la chute à Varennes, le roi ne retrouvera pas la confiance des Français. Ils se sentent trahis, ils ne veulent plus de la monarchie constitutionnelle. Il n'y a plus de monarchie constitutionnelle et le 22 septembre 1792, eh bien, la République est proclamée. Une nouvelle assemblée est élue. La monarchie constitutionnelle est enterrée. Les députés vont même plus loin. À une très courte majorité, le 21 janvier 1793, ils votent la mort du roi. Louis XVI est guillotiné. Après l'exécution de Louis XVI, la France est menacée. Elle est menacée à deux titres. Une guerre civile à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que tous les monarchistes se révoltent contre l'assassinat du roi. Et puis, les monarchies qui entourent la France sont elles aussi très inquiètes de ces troubles. Et donc, elles forment une coalition contre la France. Donc, la France est menacée à l'intérieur et à l'extérieur. Ces tensions internes ne cessent d'augmenter.
Or, la République paraît bien fragile pour y répondre. Aucune solution n'apparaît. Finalement, c'est Robespierre, à la tête des montagnards, à l'Assemblée, qui dirige l'Assemblée, va imposer la République par la force. C'est-à-dire qu'il va imposer un gouvernement de la terreur en éliminant tous les opposants à la République. C'est-à-dire que tous les opposants à la République sont arrêtés, exécutés de façon complètement arbitraire, sans jugement, sans procès. En gros, Robespierre, pour installer la République, pour sauver la République, saute à pieds joints sur tous les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, finalement, dès 1794, l'ennemi est repoussé, les révoltes sont écrasées, la terreur devient inutile et Robespierre est à son tour arrêté et guillotiné, sans procès lui aussi. Finalement, on est toujours en République. Après la République de la Terreur, celle de Robespierre, s'installe une autre République, une République bourgeoise qui s'appelle le Directoire. C'est les bourgeois qui prennent le contrôle de l'Assemblée et qui accentuent les inégalités. Cette République devient très impopulaire. C'est pourquoi, le 9 novembre 1799, un jeune général victorieux s'empare du pouvoir. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. Le nom de ce général, vous l'avez tous deviné, c'est Napoléon Bonaparte, bien sûr. Napoléon fait rédiger une constitution qui lui donne l'essentiel des pouvoirs. Puis, il se fait nommer consul à vie, c'est-à-dire qu'il aura un pouvoir à vie. Enfin, le 2 décembre 1804, il devient empereur. Il est couronné empereur. On constate donc qu'en 15 ans environ, la France est passée d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, a tenté une expérience républicaine avant d'opter pour un empire.